Bonjour et bienvenue sur les Success Stories genevoises, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent l'économie et l'innovation à Genève et parfois même au-delà. Un podcast à écouter sur Apple Podcasts, Spotify et en vidéo sur YouTube. Bonne écoute. Olivier Gaudin, bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de l'entreprise Sanar, véritable pépite genevoise de l'informatique. Parmi vos nombreux clients, et on a des géants de ce monde, on a IBM, GNT, Microsoft, Google, même la NASA. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Concrètement, qu'est-ce que vous faites alors pour le grand public qui ne connaît pas Sanar? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un outil qui permet aux développeurs de logiciels de produire des logiciels de meilleure qualité. On les aide à faire un meilleur code. On est un petit peu je ne sais pas si vous connaissez Grammarly, le correcteur orthographique et syntaxique. Mais là pour les codes. Mais pour le code. Voilà, le truc que vous voyez quand vous tapez un email et qui souligne. Ben nous, on fait ça pour le code. Pour commencer, je voulais remonter un peu le temps et prendre un peu de hauteur. C'était avril 2022, là où le grand public vous a connu, puisque Sanar sortait de l'ombre. Vous faisiez la une des journaux, des JT, parce que vous deveniez une licorne, c'est-à-dire ces entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Comment vous avez vécu cette mise en lumière, cette médiatisation? En fait, c'est vrai qu'on a toujours été un petit peu sous le radar. Je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu culturel dans l'entreprise et aussi pour vraiment se concentrer principalement sur ce qu'on fait bien, c'est développer notre produit. En fait, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. C'est pas que tout d'un coup il y a eu beaucoup de lumière sur nous, c'est qu'on s'est dit, en fait, on fait cette étape et on devrait en profiter pour se faire un petit peu plus connaître. Donc en fait, c'est nous qui avons vraiment déclenché ça à ce moment-là. C'était pour être un petit peu plus connu, pour faciliter un petit peu le recrutement aussi sur Genève, parce qu'étant pas très connu, c'était pas évident de recruter. Donc, en fait, on l'a très bien vécu, puisque c'est nous qui l'avons... Mais donc, vous avez amélioré, plus communiqué, c'est ça que vous me dites? Oui, on a contacté un petit peu la presse, on a utilisé un peu notre réseau pour essayer d'avoir un peu de visibilité sur cet événement. Et ce changement de statut, voilà, c'est prestigieux ce côté licorne, surtout dans la tech. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise? Concrètement, je sais pas, peut-être ce qui s'est passé. Part pour l'ego, le fait d'avoir une société qui passe de 990 millions à 1 million. Bon, là, vous n'étiez plus 4,7 millions. Oui. Mais nous, on vit ça tous les jours, ça change rien. Et ce côté médiatisation, alors vu que vous avez dit, vous avez appuyé sur ce bouton-là, oui. La lumière sur... Bon, alors la médiatisation, on l'a en dehors... Alors, beaucoup aux États-Unis, on fait beaucoup de choses aux États-Unis. C'est vrai qu'en Europe, on fait beaucoup moins de choses. Et en Suisse, on faisait quasiment rien. Je pense qu'on peut compter les articles sur Sonar dans les 15 dernières années sur les doigts des deux mains. Donc, on a voulu être un petit peu plus visible. C'était assez intéressant parce que comme on sortait un peu de nulle part et puis que c'était assez gros, les journalistes étaient... Un peu... On faisait votre découverte finalement aussi. Oui, mais... poser beaucoup de questions pour essayer de vraiment être sûr qu'ils comprenaient bien de quoi on parle. C'était plus clair pour eux après ça? Oui, c'est plus clair. Mais vous voyez que depuis 2022, on est revenu un petit peu dans le même... Bon, il y a quelques annonces quand même. Vous faites quelques apparitions aussi dans les médias, j'ai lu. Mais oui, d'accord. Oui, mais pas forcément pour Sanar. Là-dessus, il y avait donc ce statut de licorne naît de différentes levées de fonds, où vous avez un grand ancrage aux États-Unis, vous l'avez dit, on parle aussi beaucoup de vous là-bas. Quelle était la différence avec des investisseurs américains, par exemple? Comment on traite avec eux? Alors, nous, on n'a pas d'investisseurs non américains. Techniquement, on a des investisseurs non américains, mais en fait, c'est des investisseurs américains qui ont des fonds en Europe. Moi, j'ai principalement... Vous avez vécu que ça, finalement? Vécu presque que des Américains. On avait regardé un petit peu en 2012 pour lever des fonds et on avait fait que en Europe. Pour moi, la différence, les investisseurs européens vont chercher à comprendre où on en est et à voir si on peut continuer à faire grossir ce qu'on a déjà. Et donc, s'ils vont avoir un retour sur investissement, donc ils vont être plutôt dans un... plus sécure, plus conservateur. Les Américains vont dire, OK, toutes les conditions sont réunies pour que ça puisse exploser. Donc, on est prêt à y aller. Et donc, les valorisations... changent totalement. Ouais, mes souvenirs, c'est du simple au double. Et pourquoi pas, investisseurs suisses, ça, vous n'avez pas pu approcher des investisseurs suisses? Je sais qu'il n'y en a pas. En 2012, on avait approché des investisseurs suisses. Donc, c'était plutôt dans le mode... Ça n'avait pas fonctionné pour nous parce qu'en fait,
on avait du mal à expliquer ce qu'on faisait. Maintenant que on a 30 000 clients, que on fait plus de 300 millions de revenus, que une belle croissance, etc., ben, le business est là, donc les gens cherchent vraiment à comprendre ce qui fait que. Mais à l'époque, on faisait peut-être 1 million. Enfin voilà, des startups qui font 1 million, il y en a partout. Mais alors, comment on fait pour se faire connaître quand on est dans un, je vais utiliser le terme marché de niche, mais Ouais. c'est pas ce que je veux dire, c'est dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui est peu connu du grand public. Comment on fait pour se faire connaître? Et pour se faire connaître par qui? Pas par le investisseur et aussi le grand public. Bah, en fait, par les investisseurs, nous, on a mis ça de côté. En 2012, on a regardé un petit peu, on a vu que c'était pas indispensable pour nous de faire une levée de fonds à l'époque, donc on a mis ça de côté, on est passé à autre chose. Par contre, pour se faire connaître des gens qui utilisent notre produit, là, on utilise énormément de canaux, alors pas sociaux, mais plutôt des conférences, des présentations. Pour nous, ça a été énormément de bouche à oreille. On est sur le terrain aussi. On est allé sur le terrain, mais vous savez, aujourd'hui, on a presque 8 millions de développeurs qui utilisent notre produit. On ne les a pas tous rencontrés. Ouais, bah, évidemment pas, non, c'est sûr. C'est vraiment d'aller aux endroits où les gens qui vont pousser ce genre de produit dans les entreprises, c'est là où ces gens sont, en fait. Donc le bouche à oreille, c'est Énormément. Et l'open source nous a beaucoup aidé. Quand vous commencez à utiliser quelque chose qui est accessible, gratuit, qui rend service, bah, vous avez tendance à en parler à tout le monde. Justement, parmi vos clients, vous avez on l'a dit, des géants de ce monde-là. Parmi tous ces noms prestigieux, quelle signature vous a le plus marqué, dont vous êtes le plus fier? Alors, il n'y en a pas un, mais... Alors, un top 3. Hein. Non, mais c'est plutôt... en fait, c'est assez marrant parce que quand on commence à être un outil un peu, ce que j'appelle une commodité, c'est-à-dire quelque chose qui est finalement qui est utilisé par tout le monde, c'est pas les banques utilisent ça ou les transports utilisent ça, mais toutes les entreprises qui développent des logiciels ont besoin de notre produit. Et donc finalement, on se retrouve dans toutes les industries, ça devient marrant. Moi, on a été invité par Nike pour faire une présentation dans leur sujet. Après, on est allé au magasin des employés Nike. C'était quand même super cool. Je suis allé une fois faire une présentation à TF1. Oh, totalement autre chose. Ouais. Voilà, totalement autre chose. Mais tout d'un coup, on se retrouve dans la tour ronde TF1. C'est quand même assez cool. Je me souviens un jour, j'étais à Paris. En fait, il y a des enseignes sur les bâtiments et je faisais un 360. J'étais sur le pont qui est entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz. Je fais un 360 et en fait, toutes les enseignes, c'est des clients. Mais non. C'est assez cool en fait. Voilà, c'est le côté fier. Ouais, Oui, c'est ça. Et après, je pense qu'une chose qui nous a marqué, c'est notre premier client, c'était une société qui s'appelle Comcast aux US, qui est une énorme société. Et nous, on était 3 dans la boîte. Et tout d'un coup, il y a ces gars-là qui viennent et qui toquent à la porte. Et qui toquent à la porte et qui achètent le produit. Le jour, une société qui vend des softwares, donc c'est leur cœur de métier, vient chez nous pour acheter notre produit, on se dit, OK, on travaille bien là. On est dans le juste, ouais. On est dans le juste. Et une signature qui a fait la différence, qui vous a justement fait changer de statut ou d'échelle, il y en a une. Il y en a eu plusieurs, mais je pense qu'il y a une banque, je vais pas citer son nom, mais une banque à un moment donné qui a dit, mais nous, on veut tout. On veut tout en illimité. Ça faisait 3 ans qu'on existait et en fait, on est passé on vendait des produits pour quelques milliers de francs annuels à des 50 000 plus. Et donc, ça nous donnait une assise financière qui nous permettait tout d'un coup de ne pas se poser la question à la fin de chaque mois de est-ce qu'on peut payer salaire, etc. Par contre, ça nous a fait rentrer dans le monde de l'entreprise qui est aussi qu'on pourrait payer, il faut 6 mois. Donc, en fait, tout d'un coup, on se retrouvait avec, OK, comptablement, tout va bien. Mais par contre, sur le compte en banque, il n'y a pas de sous. On a la facture, elle va être payée, etc. Mais il n'y a pas de sous. Donc, on est riche, mais on ne peut pas accéder à l'argent. Voilà. Et comment on fait ça? Voilà, je voulais amener ça. Ouais. En tant qu'entrepreneur, on ne vit pas tout le temps des jours heureux. J'imagine qu'à Sanar, c'était pareil. Comment on gère ces moments un peu down dans la création d'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'on y croit toujours? Dans cette situation-là, il faut juste serrer les fesses un petit moment. C'est tout. C'est facile à dire, mais ça. Oui, mais la banque, on sait qu'elle va payer. Oh. Et au tout début, quand vous deviez creuser pour y arriver, il y a eu des périodes de doute, j'imagine. Oui, mais en fait, on était préparé à ça. Enfin, on était assez organisé. Hein. Enfin, on était même très organisé. Nous, on avait une feuille Excel quelque part qui nous qui nous donnait la date où on s'arrêtait, quoi. C'est vrai. On s'était tous donné 1 an
sans salaire. Voilà. Donc quand on se paye un salaire, on Repousse la date. Exactement. Donc à tout moment, on savait où on en est en fait. Ah, c'est la pression, ça, enfin, de savoir on a une date de péremption. Ouais, mais justement, en fait, comme on était hyper clair, on n'avait aucune pression. On était prêt à investir cette année et à se dire que si ça n'avait pas marché, ça n'avait pas marché. Oui, il faut être prêt à ça. Voilà, c'est ça. Et surtout, on ne voulait pas que ça commence à partir dans le « Ah, mais je pense que là, on fait un truc qui va pas rester... si ça ne marche pas, ça ne marche pas. » Donc, on s'était donné une date limite et on était prêt à s'arrêter à cette date limite et pas à essayer de continuer à tout prix. Vous êtes basé à Genève depuis toujours. Il me semblait que vous comptez plus de 290 employés à Genève. Et 750 dans le monde. Ouais. Pourquoi être à Genève pourquoi avoir installé l'entreprise à Genève? Qu'est-ce que ça apporte d'être à Genève? En fait, les 3 fondateurs, on était 3 frontaliers. Donc, donc c'est venu naturellement à Genève. c'est ça, en fait, habitant où on habite. C'était juste géographique, c'est ça? Oui, c'était géographique. Et aussi, n'oublions pas que pour nous, on vend globalement, en fait. C'est un produit dont tout le monde a besoin dans le monde, mais on n'a pas besoin d'être à un endroit particulier pour le faire. Et Genève, qu'est-ce que ça vous a apporté? C'était un très bon choix. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un plaisir d'opérer une société à Genève. C'est facile. Je trouve que c'est très business friendly, en fait. Genève, les choses sont simples, l'administration est plutôt... veut aider. Voilà, moi je trouve que c'est très simple. Une feuille de salaire, une feuille de salaire suisse et une feuille de salaire française, une feuille de salaire française ne tient pas sur une page. C'est un recto verso au mieux. C'est incompréhensible, ça change tout le temps. Genève, c'est simple. Après, au niveau recrutement au départ, c'était plutôt bien, c'était assez facile. On avait un petit réseau à Genève, donc on a réussi. Après, c'est devenu plus compliqué. On y reviendra avec ces histoires des défis, justement, parce que j'ai lu dans une récente interview, vous affirmiez, Genève a un blocage culturel. Ah non, il y a autre chose qui est bien. Ah, dites-moi. La Suisse a une très bonne image dans le monde. Ah, ça, c'est donc le Swiss Made et Geneva Made. C'est pas... Oui, c'est une image... Les gens sont très... Il n'y a pas de ressentiment contre la Suisse ou quoi, comme il peut y avoir contre des fois la France ou d'autres pays. La Suisse passe très bien, les gens... Côté marketing, ça vous a aidé? Il y a 10 ans, les gens on disait ouais, on est une société suisse. Ah, Roger Federer. Voilà, enfin, c'est qualité aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui passe bien. C'est très neutre, en fait. Et spécialement Genève aussi, on vous faisait des remarques sur Genève, on connaît. Les gens connaissent Genève, ouais, mais je pense que c'est d'abord la Suisse. Ouais. D'abord sur la Suisse. Mais justement, vous, dans une récente interview, vous aviez dit Genève a un blocage culturel avec la tech. Qu'est-ce que vous sous-entendez avec ça? Oui, en fait, il y a un petit paradoxe à Genève qui est que les politiques veulent vraiment développer la tech comme le besoin d'un nouveau domaine qui se développe à Genève pour développer l'économie, etc. Et par contre, l'environnement n'est pas du tout, le terreau n'est pas fertile. C'est-à-dire des sociétés qui réussissent à Genève, assez peu à grande échelle, beaucoup de startups, mais aussi pas mal de petites sociétés qui ont réussi à se développer, qui font des revenus très corrects et qui font vraiment des jolis projets de tech, par contre complètement sous le radar. Voilà. Et en fait, il y a pas mal d'éléments qui font que c'est difficile de se développer. Le premier, on en parlait un petit peu tout à l'heure, hein, c'est en fait les gens ne croient pas que c'est possible de réussir dans la tech à Genève, je dirais même plus généralement en Suisse, mais on va... Mais qui les gens? Mais les gens en général. Par rapport, on parlait de 2022 tout à l'heure. J'ai des gens que je connais, que je vois régulièrement, etc. Quand on a fait les annonces dans la presse, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ah ouais, j'avais pas réalisé en fait. Ça fait 20 ans qu'on se connaissait, que je voyais régulièrement, je lui expliquais où on en était, etc. Mais ça n'avait pas cliqué. Pour lui, j'étais toujours dans un garage avec des barbus. Mais ça vient d'où, vous pensez Je pense que c'est culturel. C'est pour ça que j'avais prononcé le mot culturel. Je pense que c'est un ensemble de choses, y compris la presse, qui n'est pas tendre
avec la tech et les initiatives tech. J'ai déjà vu dans des confs où les journalistes, quand les cantons essaient de mettre en place des choses qui sont supportées par la tech, vont le tester, voient que ça marche pas super bien, sont hyper critiques. Enfin, c'est assez destructeur. Et j'avais lu une interview là d'un entrepreneur français qui disait que en fait, la différence entre les États-Unis et le reste du monde pour le développement de la tech, c'est que les États-Unis sont ultra patriotiques. C'est-à-dire, dès qu'une boîte dans leur pays fait un truc, ils le montrent, ils le poussent, les autres entreprises vont l'acheter, etc. Et en fait, il y a un espèce de, c'est peut-être des grands mots, mais un espèce de manque de patriotisme quand il s'agit de la tech. Quand il s'agit de la montre, quand il s'agit de la banque. Des industries plus classiques. Oui, des industries qui sont plus installées. Si je vous parle de constructeurs automobiles, en Suisse, voilà, les gens vont avoir la même réaction que pour la tech. Et en fait, c'est plutôt que d'avoir ce truc de dire « Ah mais non, nous en Suisse, on ne fait pas de tech », je pense qu'il faudrait presque arriver à faire l'inverse et dire « Ah ouais, c'est super cool, en fait, on peut faire de la tech, mais on va essayer, on va… » Et ce blocage culturel, est-ce que ça vous freine? Ça nous a freinés, notamment dans le recrutement. Ah. Puisque comme il y a ce blocage, quelqu'un qui travaille dans une banque, pour passer dans la tech, c'est compliqué, puisque c'est vu comme étant risqué. Ici, dans la Silicon Valley, ce qui est risqué, c'est d'aller bosser dans une banque. C'est le contraire. Hein. Mais ici, c'est vu comme étant risqué, c'est pas une évolution de carrière, etc. etc. Donc, nous, on est plutôt allé chercher des gens qui sont passionnés par la tech que des gens qui avaient un certain statut dans leur société. Et donc, recrutement, c'était le principal défi ou il y en avait d'autres? Il y en a d'autres. C'est compliqué parce qu'on est dans un domaine qui n'est pas bien établi et reconnu. Et comme il n'est pas bien établi et reconnu, c'est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas les talents ici. Donc il faut aller les chercher ailleurs. Et il y a certains domaines où on ne trouve pas non plus en Europe. Donc une main-d'œuvre qualifiée absente, c'est ça? Il y a une phase de démarrage où il faut qu'on accepte qu'il y ait des gens qui viennent pour former d'autres gens. Et puis après, ça peut être un cercle vertueux. Et moi, j'ai vraiment espoir qu'avec des sociétés comme Proton, comme Sonar, il y a un peu un effet de fontaine japonaise, là, c'est-à-dire que les gens qui bossent chez Sonar aujourd'hui, à un moment donné, ils vont vouloir partir, ils vont aller ailleurs, ils vont pouvoir amener leur savoir, etc., etc. Donc ça puisse se répandre là. Ouais. Je dirais que le troisième point qui est un peu compliqué, c'est tout ce qui est incentive pour les gens pour venir. C'est-à-dire que dans le monde de la tech, il y a un certain nombre de standards qui sont faits par les États-Unis. Évidemment, c'est là-bas où il y a le plus de sociétés tech, mais tout ce qui est stock option, pour dire aux gens, OK, tu vas toucher un salaire, tu vas toucher une prime, mais ça, c'est ce que tu touches en cash. Mais à côté de ça, si la société fonctionne, tu en bénéficieras plus tard. Et en fait, la Suisse, c'est pas un problème de Genève, la Suisse est pas du tout… Enfin, la Suisse, elle a arrêté avec ça il y a 10-15 ans en arrière. Et en fait, aujourd'hui, pour faire des plans, pour motiver les gens à venir, on est obligé de faire des trucs un peu alambiqués et ça fonctionne pas parce que… on a le concurrent américain qui arrive à l'attirer plus facilement. Il y a des standards pour faire ça et on n'est pas capable d'appliquer ces standards. Donc en fait, on rame un peu avec ça. Oui, donc c'est d'être plus attractif pour attirer les talents. Et je pense que l'attractivité, la Suisse est capable de la donner. Elle l'a donnée dans plein de domaines. Je veux dire, aujourd'hui, il y a encore énormément de banques à Genève, même si le secret bancaire suisse a été levé il y a quelques années, parce que c'est un endroit où il y a un environnement qui est favorable. Les conditions sont favorables. Il y a d'autres domaines. Et je pense que c'est vraiment un effort que la Suisse doit faire. Si la Suisse veut être à la hauteur de ses ambitions, elle doit changer le cadre dans lequel les sociétés de tech opèrent. Et il y a des petits changements qui commencent au niveau des startups, sur les financements, etc. Il y a des plans qui ont été annoncés et ça, c'est très bien. Et maintenant, c'est vrai que moi, je vois un peu la suite. Et pour la suite, il y a un certain nombre de changements à faire. Au niveau de la fiscalité, enfin, stock option, ça rentre là-dedans. C'est aussi un frein pour vous. Vous le considérez comment, ce point de la fiscalité? Oui, c'est un frein. En fait, pour moi, c'est le plus gros frein pour passer d'un mode startup qui fonctionne bien, pour pas qu'une startup qui fonctionne bien se transforme en
une belle petite PME, mais qu'elle passe dans un mode scale-up où elle peut continuer à grandir. Le plus gros, là tout à l'heure j'ai parlé un peu de recrutement technique où on a besoin de certaines expertises. Mais la chose suivante quand on veut être une scale-up, c'est le management. Et si on veut pouvoir grandir et continuer à grandir, il faut recruter des gens qui ont déjà opéré des sociétés à 100 millions, qui grossissent de 50% par an. Parce que ça, c'est vraiment des skills particuliers. C'est pas n'importe quel manager qui va être capable. Mais ces gens-là, pour les attirer, il faut. Exactement. Il y a quand même des leviers. Donc, ça serait donc côté fiscalité, en tout cas d'être adapté à ce monde-là. Oui. On va pas, je veux dire, Genève a des attraits d'un point de vue pour des gens qui ont une famille, etc., etc. C'est assez tentant de venir habiter à Genève. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, quand c'est des gens un peu plus jeunes, c'est peut-être moins attractif. Hein. Mais je pense que Genève est suffisamment attrayante en tant que ville. Et maintenant, il faut pouvoir offrir des conditions cadres fiscales, notamment, pour les gens qui viennent. Pour les gens de la tech, effectivement. Dans ce podcast, on a reçu récemment Olivier Brouhan. Lui, dans un autre type de blocage, nous parlait de l'absence d'un écosystème favorisant les rencontres entre dirigeants de la tech. Vous faites aussi ce constat-là? Alors, chacun reste dans son coin, personne ne se connaît. Oui, alors ça je fais le constat que, en fait, il y a beaucoup plus de sociétés de tech à Genève que ce qu'on croit. C'est-à-dire que quand on prend un peu le temps, et moi j'ai pris le temps depuis une année là où j'ai arrêté d'être CEO de Sonar, j'ai pris le temps et j'ai rencontré des super boîtes qui font un chouette produit avec vraiment une belle adoption mondiale, etc., etc., totalement hors des radars. Et moi j'associe ce problème, parce que je suis d'accord avec Olivier que c'est un problème. En fait, on bénéficierait énormément à se rencontrer plus, etc. Mais je ramène ce problème au problème de blocage culturel sur la tech. C'est-à-dire, moi j'étais comme ça depuis 15 ans, 17 ans. Je me suis dit, j'ai aucune raison de prendre du temps à développer un réseau à Genève, etc. Ça va rien m'amener, en fait. Et je pense qu'il faut changer ça. Mais il faut changer ce mindset, mais ça se change. Il faut faire un changement global. Il faut que les journaux commencent à être fiers de leur société de tech à Genève. Et là, les gens vont sortir du bois, en fait. Ouais, c'est clair. Et vous avez fait aussi des rencontres, fait la connaissance d'entrepreneurs genevois, mais hors de Genève, à l'étranger, un peu ces rencontres cocasses. Ah, mais vous êtes aussi à Genève ou parce que ce que Olivier Brouhan nous racontait, que c'était assez comique de faire la découverte de quelqu'un, mais pas à Genève, juste. Non, j'ai pas ça. Par contre, Olivier, je l'ai rencontré, mais j'avais jamais entendu parler de Mantoux. Ça fait 17 ans que je suis à Genève, dans la tech, et lui avait jamais entendu parler de Sonar. Alors, on a été mis en relation il y a quelques années, et quelqu'un qui travaille chez Sonar, qui l'a rencontré, qui lui a parlé, et il a dit « Quoi ? Il y a une société comme ça ?» C'est propre à Genève. Vous, concernant Sonar, vous continuez de croître rapidement. Il y a quelques apparitions récemment, mais c'est notamment aux États-Unis. Le fait que ce déplacement du centre de gravité vers les États-Unis, à la fin, est-ce que c'est inévitable finalement que Sonar soit totalement aux États-Unis? Est-ce qu'il est inévitable ce déplacement? Alors, est-ce que la question est vraiment pour Sonar ou d'une manière générale? De manière générale, pour Sonar. Non, je pense pas qu'à la fin, Sonar se déplace complètement aux États-Unis. Parce que dans le sens où vous avez beaucoup d'opérations, vous grandissez beaucoup là-bas. Est-ce que c'est le fait que les capitaux sont peut-être plus disponibles là-bas, est-ce que ça va? En fait, donc il y a eu plusieurs périodes dans la vie de Sonar. Il y a eu la période où on était 100% à Genève. Tout le monde était à Genève. Il y a eu la période où on a voulu commencer à se développer plus commercialement. On a essayé de le faire depuis Genève, mais c'était compliqué. Pas sur la même time zone, pas le bon accent, culturellement pas câblé pareil. Donc là, il fallait qu'on ouvre un bureau aux États-Unis pour pouvoir vraiment piloter la partie commerciale. Donc ça, on l'a fait, on l'a très bien fait. Puis après, il y a eu ce passage vraiment dont je parlais tout à l'heure, de passer de start-up à scale-up. Où là, on a des problèmes OK, il nous faut un CFO. Mais il nous faut un CFO qui sait opérer dans un monde où
comme je vous disais, 100 millions, croissance de 60% par an, avec une volonté de réinvestir et pas de couper des coûts. Donc, c'est des skills particuliers. On a cherché en Europe 180 profils dans toute l'Europe. Voilà. Ensuite, on a enlevé tous les gens qui avaient changé de poste dans les 18 derniers mois. Il en reste 70. On contacte les 70, il y en a 10 qui répondent. Le point de départ, c'est on a 10 candidats possibles. La probabilité qu'il y ait un match, elle est quasiment nulle. On va aux États-Unis, on a accès à des centaines de personnes comme ça. Donc, à un moment donné, ce qui se passe, moi, ma volonté, c'est toujours été d'être le plus intégré possible, le plus au même endroit possible, vraiment de rester à Genève le plus possible. À un moment donné, j'embauche le CFO aux États-Unis. Et petit à petit, en fait, c'est ce qui se passe quand on fait, quand on scale up. C'est petit à petit, tout ce qui est marketing, etc. Pareil. Et ensuite, il y a moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider vraiment commercialement, que je trouve à Austin, donc là où on a établi notre quartier général aux États-Unis. Donc j'embauche cette personne. On est 2 co-CEO, donc c'est super bien parce qu'on a Genève, un peu les deux hubs. Et au bout d'un moment, moi, je décide que c'est plus ce que je veux faire et que je pense pas que je fais très bien. Donc je me retire. Le CEO reste à Austin. Inévitablement, le centre de gravité qui avait commencé à basculer un peu continue à basculer, mais ça ne remet pas en cause Genève. C'est juste que ça devient beaucoup plus simple pour le CEO d'avoir son équipe là-bas. Mais cette problématique que vous avez rencontrée, est-ce que vous pensez qu'elle peut s'opérer pour les autres entreprises tech ici, finalement, au bout d'un moment, voilà, Oui, je pense qu'aujourd'hui, une autre société qui arriverait au même état que Sonar aura les mêmes problématiques locales. Elle va peut-être résoudre, nous on a résolu quelques problèmes, elle va peut-être en résoudre quelques autres. Et petit à petit, avec la masse, avec le nombre de startups, je pense qu'on peut commencer, si on a un terreau plus favorable, plus de startups qui commencent à devenir des scale-up, je pense qu'il y en aura de moins en moins qui grossissent ailleurs. Mais ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Mais donc c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant, en fait, cet effort. Si on veut, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avoir beaucoup plus de startups qui deviennent des scale-up et à Genève ou en Suisse, on va dire, parce que la Suisse n'est pas si grande que ça, il faut donner ces conditions cadres maintenant. Ouais, bon, on récoltera les fruits. C'est un travail de longue haleine. C'est clair. Vous l'avez dit, donc après 15 ans à la tête de l'entreprise, où vous vous êtes retiré de l'opérationnel, vous êtes le président maintenant. Oui. Qu'est-ce que ça fait de lâcher un peu son bébé, de lâcher, c'est un grand terme, mais voilà, de se séparer de l'opérationnel, de son projet phare? Vous voulez entendre la vérité ou Ah bah, on est là pour comprendre. Rien. C'est vrai? Ouais. On est totalement détaché, c'est vrai? Alors je sais pas. En tout cas, moi, je pense que j'étais arrivé à un moment où, en fait, quand cette décision que j'ai prise, la graine a été semée un petit peu par hasard dans ma tête. Et en fait, quand je me suis dit, mais en fait, je crois qu'il faut que j'arrête. Mais qu'est-ce qu'a fait cette croissance aux États-Unis dont on parle? Non, en fait, le déclencheur, ça a été je me rappelle très très bien. Je fais une réunion avec un banquier. Puis en fait, dans cette réunion, je suis passé d'un niveau d'énergie un peu au plafond là, à un niveau d'énergie qui était mon niveau d'énergie habituel quand j'opérais chaque jour. C'est-à-dire, j'étais super excité, puis tout d'un coup, je suis revenu à un niveau normal. Puis après, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'étais ça? Et je me suis dit, mais en fait, le rôle de CEO dans la société m'amène plus d'énergie en fait. Et toute motivation, toute cette... Ouais, je le fais. Je le fais parce qu'il faut le faire et puis j'essaie de le faire le mieux possible. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et une fois que j'ai fait ce constat, je me suis laissé 2 semaines, je crois, 1 semaine ou 2 semaines. 2 semaines, ah ouais. Non, mais moi tout seul à me dire, mais ok, est-ce que c'est bien le cas? J'ai laissé ça un petit peu digérer. Puis en fait, je me suis dit oui. Et je me suis dit, bon, bah, on va en discuter. Faut que j'arrête en fait. Enfin, faut que je continue le temps que je continue. Mais et j'avais un co-CEO qui était en place. Ça aide aussi, effectivement. Enfin. Ça aide à faire la transition. Mais moi, j'avais compris ou décidé que c'est pas ce que je voulais continuer à faire. Ensuite,
j'en ai parlé au board, etc. J'ai laissé, il s'est passé encore quelques semaines où j'avais pas de... à aucun moment, je me suis dit, ah non, c'est une grosse connerie, faut que je retourne, etc. Donc voilà. Puis ça a été annoncé à tout le monde. Donc bon, il y a quand même des gens avec qui je travaille depuis 15 ans, etc., etc. Donc c'était un petit peu d'émotion, là. un peu d'émotion, etc. Après, j'ai fait ma transition qui a été assez rapide. Je suis parti en vacances. Après, j'ai pris un congé sabbatique. Puis je me suis dit, pendant tout mon congé sabbatique, je me suis dit, mais je vais avoir le boomerang en fait. Il est jamais venu. J'ai dit, il viendra s'il viendra. Donc, alors je peux pas dire rien, mais je pense que c'était le bon moment. Le fruit était mûr. Voilà, fallait. Bon, après, vous aimez bien cette position de président aujourd'hui? Côté de surveillance, C'est pas. Moi, j'aime bien ce rôle parce que c'est chez Sonar. Je pense pas que je sois un serial board member. C'est pas mon truc. Moi, je suis beaucoup plus les mains dans le cambouis. Mais oui, c'est intéressant de voir l'évolution de la société depuis le conseil d'administration. Oui, enfin, c'est un autre rôle, effectivement, c'est ça, vous surveiller. Et je voulais un peu dans ce cas-là, avec ce nouveau CEO qui était chez Google Cloud avant. Après, la question que la presse se pose aussi, et je pense qu'on a déjà dû vous poser cette question, mais est-ce que Sonar, une introduction en bourse, c'est quelque chose qui est envisageable ou pas pour la suite des aventures avec cette mentalité aussi américaine? Depuis longtemps. La barrière pour une introduction en bourse au Nasdaq, par exemple, je crois que il n'y a pas de barrière physique, mais en gros, c'est 100 millions. Et on l'a passé depuis 5-6 ans, donc c'est envisageable. Après, les 2 points clés, c'est pour rentrer en bourse, il faut être structuré, il faut avoir des opérations qu'on n'a pas encore, qu'on était loin d'avoir il y a 1 an, mais commence à vraiment bien opérer en interne. Puis la deuxième chose, c'est faut réfléchir à quoi ça va servir. Donc voilà, une fois que ces 2 questions-là on a répondu à ces 2 questions, rien n'empêche c'est un choix. La question ultime, c'est comment vous voyez Sonar dans 5 ans? Est-ce que Sonar sera toujours à Genève, selon vous? Dans 5 ans, Sonar sera toujours à Genève, ça c'est sûr. Vous l'affirmez dans le côté, dans le développement, on aura toujours Sonar qui sera à Genève. Je vois aucune raison que non. Déjà, tout notre développement produit, donc même si tout le commercial, le marketing est ailleurs, en tout cas, ce qu'on fabrique pour vendre, là où on génère de la valeur, c'est fait à Genève. Je crois qu'il y a 240 personnes qui font ça, et 180 physiquement à Genève. On en rajoute 20 en Suisse, ailleurs. On en rajoute une trentaine en Allemagne, quelques-uns en France, et puis on a fait le tour. Donc, c'est vraiment là. La deuxième chose, c'est SonarSource est une société genevoise. Donc, vous voyez bien votre développement, en tout cas à Genève, dans les années à venir. Oui, et puis 100% des contrats clients sont faits avec cette société genevoise. Même de dire demain ce serait une société vaudoise, ça change tout. Il faut qu'on aille informer 30 000 clients. Non, clair, c'est clair. Non, mais ok. Non, mais au-delà de l'effort que c'est, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait plus SonarSource à Genève. Après, est-ce que la direction marketing et commerciale sera à Genève? Non. Mais c'est sûr que non. C'est pas tout le groupe qui va être à Genève, mais SonarSource va rester à Genève. On comprend bien. Écoutez, merci beaucoup Olivier Gaudin pour ce podcast. On a appris beaucoup de choses. J'ai aussi appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. C'est gentil. J'espère que vous avez apprécié. Tout à fait. Merci de votre invitation. Retrouvez les Success Stories genevoises sur Apple Podcast et Spotify en audio et sur YouTube en vidéo. À bientôt.